Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition Conseil, Finance et Transmission. Dans ce podcast, on rentre dans l'esprit d'un dirigeant d'entreprise et on essaye de comprendre sa vision de l'entrepreneuriat. Chaque mois, je vous plonge au cœur d'un récit d'un invité qui nous raconte son parcours jusqu'à une opération marquante. Cela peut être une vente, une acquisition, une association ou même l'ouverture d'une procédure collective. L'objectif sera de comprendre le changement de paradigme suite à cet événement, afin de mieux saisir ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, je vous présente un personnage qui a une histoire et un combat. Une histoire difficile qui nourrit son combat quotidien. Gilles Attaf, qui est notre invité de ce jour, est un véritable phénix qui ne cesse de se réinventer. J'ai un profond respect pour son parcours et son engagement, et il faisait partie de la shortlist que j'avais faite lorsque j'ai commencé à réfléchir à la création de ce podcast. Tout d'abord, c'est l'incarnation malheureusement du déclin de l'industrie française, dans laquelle il a été plongé brutalement à seulement 19 ans pour reprendre l'entreprise familiale suite au décès de son père. Après la fermeture de cette entreprise, suite à des difficultés financières, il a ensuite été à l'initiative d'un mouvement de résistance en reprenant la marque Smuggler Paris, tout en organisant la fusion avec la dernière usine de confection de textiles française à Limoges. Après quelques années idylliques portées par une forte croissance et une conservation de l'emploi industriel, des premières difficultés financières se sont fait ressentir. Après avoir vendu le groupe pour préserver un maximum d'emplois, tel un phénix, il a pris la présidence de deux mouvements. Il est d'un côté président de l'association et du label Origine France Garantie, mais il préside également une entreprise, les Forces Françaises de l'Industrie. Ces deux mouvements sont les deux jambes sur lesquelles il danse pour pouvoir réindustrialiser la France, ce qui finalement a été le combat de toute sa vie. Lors de cet épisode, Gilles nous a tout d'abord exposé sa vision et son combat politique, puis il s'est ouvert et a commencé à décrire son parcours, ses motivations et surtout sa vision d'entrepreneuriat, parfois idyllique, parfois difficile, mais il est revenu de manière très transparente sur son beau parcours et je le remercie pour ça. Bonjour Gilles, merci de nous recevoir ici dans tes bureaux parisiens de Origine France Garantie. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Gilles Attaf. Je suis né en 1963, le 23 juillet. Aujourd'hui, je suis président de la certification Origine France Garantie et cofondateur des Forces Françaises de l'Industrie. Comment tu pourrais résumer ton parcours professionnel en une phrase ? C'est pas simple, parce qu'il est long. J'ai quand même 62 ans aujourd'hui, donc mon parcours, il a été jalonné de pas mal de sujets. En une phrase, je dirais très chaotique. Alors on peut démarrer directement là-dessus. T'es jeté dans le grand bain dès 19 ans ? Ouais, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit dans le textile déjà, puisque je suis vraiment issu de la confection, de l'habillement. Mon père était entrepreneur. Mon père a commencé à travailler à la machine. Il était mécanicien en confection. Il était culottier, comme on disait à l'époque. Il a commencé très jeune, à 14 ans à la machine. Et il a repris l'atelier de son patron lorsqu'il avait 19 ans, qui partait en retraite. Et donc après, il a monté une structure, un atelier parisien avec une quinzaine de personnes. Et puis après, il a monté une usine en région, une grosse usine de fabrication qui travaillait pour le Sentier à l'époque. Et donc moi, j'ai été toujours bercé par les odeurs du textile, par l'entrepreneuriat, par la confection. Donc le milieu du textile était mon ADN. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle et j'ai toujours eu envie de travailler dans ce milieu. Et donc effectivement, j'ai été à 19 ans plongé rapidement dans le grand bain parce que mon père est décédé prématurément. Il a fallu que j'assume. Alors j'ai arrêté mes études pour aider ma maman à s'occuper de cette entreprise. Et donc très vite, j'ai été confronté aux difficultés que commençait à avoir le textile à l'époque, parce que j'ai commencé en 83, c'était il y a longtemps. Et on commençait déjà à parler des premières délocalisations. À l'époque, on était plutôt sur le Maghreb d'ailleurs. Et puis après, j'ai subi de plein fouet les années 90 avec les grosses vagues de délocalisation, des gros donneurs d'ordre qui commençaient à aller chercher de la marge de plus en plus loin. Donc voilà, moi j'ai vraiment un parcours qui est lié à l'entrepreneuriat au départ et surtout à l'industrie textile. Et jusqu'à, je dirais, il y a maintenant 5 ans, j'étais vraiment baigné dans l'univers du textile. Et maintenant, si j'ai ouvert sur les autres le sujet, mais en tout cas, j'étais vraiment dans le textile. T'as bien résumé ton parcours, mais comment est-ce qu'à 19 ans, tu t'es dit, il y avait une trentaine de personnes, quarantaine de personnes ? Non, alors il y avait une quinzaine de personnes à Paris et l'usine qui était en Normandie, à Gaillon dans l'Eure, avait une centaine de personnes. Donc c'était un gros truc. Moi, je me suis essentiellement focalisé sur le petit atelier parisien dans un premier temps. Et puis, l'atelier de Normandie a été géré par les directeurs de production, qui étaient des gens formidables, qui connaissaient bien la production, mais pas du tout la gestion. Et ça a vite posé des problèmes de rentabilité. Donc, on a été obligé de fermer relativement rapidement cette unité de production. Et moi, j'ai subi après, c'est pour ça qu'on y viendra certainement tout à l'heure, mais mon combat et mes convictions
sont nées de cette période où j'ai été traumatisé par les fermetures d'usines dans le textile, par cette capacité qu'on a eue très rapidement à se dire que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays de tertiaire. Donc tout ce qui porte aujourd'hui mon combat et toute mon énergie liée à la réindustrialisation est due à ce traumatisme familial que j'ai subi parce que voilà, ça a été vraiment l'époque où ça a été terrible pour notre secteur d'activité. Je dirais que ça a été encore plus terrible dès qu'on a adhéré à l'OMC, où là, ça a été l'ouverture des vannes terrible. Je crois qu'on a perdu, en espace de quelques années, 70% de notre production en France. Lorsqu'on a laissé rentrer la Chine dans l'OMC, on a dit venez jouer avec nous à un jeu, mais on va pas jouer avec les mêmes règles. C'est comme ça que ça a délité notre tissu industriel, et c'est pour ça que moi, j'ai eu très vite... C'est drôle parce que aujourd'hui on parle beaucoup de désindustrialisation. Enfin, on a pris conscience de tout ça. Moi, j'ai toujours tendance à dire que j'étais résistant avant la guerre. Moi, le textile a été peut-être la première filière qui a subi de plein fouet les délocalisations parce que c'était une filière à forte main d'œuvre. Les filières à forte main d'œuvre, tout de suite, on a essayé de se dire, ce serait quand même intéressant d'aller trouver de la marge en fabriquant dans les pays à bas coût. Donc c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de technicité, beaucoup de savoir-faire et qu'on a perdu ces savoir-faire. Et moi, ce traumatisme de la perte des savoir-faire, il est ancré en moi. Et aujourd'hui, on s'en aperçoit encore, lorsqu'on a perdu des savoir-faire, c'est très difficile de les faire revenir, de remonter, de restructurer des filières, c'est très très compliqué. Et ce qu'on a oublié en France, c'est qu'on peut pas in extenso décider pour tout un pays que on allait être dans une mondialisation heureuse, qu'on trouverait toujours n'importe où dans le monde des produits de moins en moins chers, avec en plus ce cynisme absolu qu'on pouvait penser que c'était bon pour le consommateur. Parce que toujours c'est surtout bon pour les marges. Surtout bon pour les marges, et parce que le politique aussi, enfin... Moi, j'ai toujours tendance à dire que la désindustrialisation, tout le monde a sa part de responsabilité, parce que tout le monde a abandonné, en fait, on a abandonné la production, on a abandonné cette idée de faire, F-A-I-R-E, cette idée de produire, cette idée de dire, c'est quand même très valorisant d'être en capacité de produire. Et ça, la France a été quand même le pays absolument sur le sujet entre le délitement de nos entreprises industrielles familiales, parce que c'était porté quand même essentiellement par des entreprises familiales industrielles, et que on a laissé complètement ces gens partir parce que à force de les stigmatiser, il y avait vraiment un sujet politique, vraiment il y avait un vrai sujet politique. On était vraiment dans cette période où voilà, on tapait un peu à tout va sur tout ça, et en fait on s'est aperçu que finalement peut-être que ce côté un peu paternalisme des entreprises familiales avait quand même du bon, et qu'on s'est retrouvé après avec des fonds d'investissement qui, eux, avaient beaucoup moins de scrupules que ce capitalisme familial, parce que quand vous vous retrouvez le dimanche au marché ou à la messe avec vos employés, c'est pas la même chose que lorsque un fonds d'investissement du fin fond du Michigan vous dit, on va fermer l'usine de Roubaix parce qu'on va gagner 2 points en bourse. C'est pas la même histoire. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que, encore une fois, c'est pour ça que je parle de responsabilité collégiale. Parce qu'on dit toujours les politiques, mais il n'y a pas que les politiques. On a eu des grands patrons donc qui ont théorisé le faiblesse, d'une part. Mais même, je dirais qu'ils ont réussi à faire passer ce message à toute la population, et même à un ouvrier spécialisé qui était quelqu'un qui comptait beaucoup dans les 30 Glorieuses, qui était quelqu'un qui avait une vraie valeur. Même lui, il s'est dit, finalement, je préférerais que mes enfants soient, je sais pas, ma fille caissière dans un supermarché ou mon fils manutentionnaire dans la logistique, plutôt de lui transmettre son savoir-faire. C'est ce qui a fait que d'ailleurs le délitement aujourd'hui de nos territoires et cette diagonale du vide qu'on subit aujourd'hui. Si aujourd'hui nous on existe et si on travaille sur ce sujet de réindustrialisation, c'est parce que au fond ça a complètement délité notre tissu social, le lien territorial est complètement distendu, et tout ça c'est lié à cette désindustrialisation que donc moi j'ai subi, pour répondre à ta question initiale, de plein fouet. Peut-être avant tout le monde dans le milieu du textile. 93, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. 93, ça a été vraiment... on était en pleine période là, de délocalisation absolue. Tous les donneurs d'ordre partaient chercher vraiment de la fabrication à l'étranger, et sans aucune vision sur le temps long, parce que c'était l'attrait du gain immédiat qui faisait que, effectivement, du jour au lendemain, ça pouvait participer à augmenter la rentabilité de société. Mais sans avoir cette vision, encore une fois, de la société qui fait que quand on produit, on crée de la richesse sur le temps long, et ce temps long, on y reviendra, j'imagine, pendant tout ce temps, mais je pense que c'est peut-être la clé de tout ça, c'est que on n'arrive pas à se projeter sur une période longue, et l'industrie, c'est du temps long, et j'aime beaucoup citer Louis Gallois, parce que pour moi, c'est un de mes mentors. Quand il dit que le temps long ne se décrète pas entre 2 élections, je trouve ça assez intéressant. Ça m'intéresse parce que tu dis que justement, le savoir-faire, une fois qu'il est perdu, c'est très compliqué de le reconstruire. On est en février, le slip français a annoncé il y a 2 semaines à peu près qu'ils allaient arrêter de sous-traiter et qu'ils allaient faire leur propre ligne de production, justement. Comment est-ce que tu interprètes cette stratégie de réindustrialisation pour une marque qui finalement faisait confectionner et qui vendait le slip Made in France pour le coup ?
Eh ben, je m'en réjouis, parce que ça fait longtemps que j'aurais aimé que le slip français ait ses propres unités de production. L'atelier du slip, faut-il avoir un atelier pour s'appeler l'atelier du slip. Donc moi, je m'en réjouis, parce que je pense que c'est important, parce que d'une part, on est confronté à la réalité de la production et de la difficulté qu'on a à gérer de la production, et puis par rapport aux sous-traitants, on a toujours quand même une démarche qui est différente avec un sous-traitant qu'avec son propre outil de production. Donc moi, je m'en réjouis, tant mieux, c'est une bonne volte-face par rapport à leur stratégie initiale, qui effectivement était liée à tout un tissu de sous-traitants qui souffre beaucoup. Et donc, ça, encore une fois, c'est un bon signal, parce que le slip français est quand même une marque emblématique. Donc, qu'aujourd'hui, elles se rendent compte que c'est important d'avoir son propre outil et que ça promeut une certaine vision de la production. Je suis très content. Tu en as parlé, tu es très corrélé au monde du textile. Donc à 30 ans, enfin 93, tu as 30 ans à ce moment-là. Tu as un gros impayé. Malheureusement, l'entreprise familiale périclite. Pendant 6 ans, tu as vendu du textile? Non, j'étais apporteur d'affaires pour des grosses usines, en fait, du nord de la France, avec lesquelles j'avais envie d'apporter justement, encore une fois, ma pierre à l'édifice pour essayer de sauver encore ce qui pouvait l'être. Et donc, il y avait encore des magnifiques pépites dans le nord de la France, des entreprises qui fabriquaient et qui m'ont demandé de les aider justement à promouvoir commercialement leur production. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ce périmètre-là pendant ces quelques années, et c'est d'ailleurs là où j'ai aussi commencé à connaître France Confection à Limoges, l'usine avec laquelle je me suis associé après pour la reprise de Smuggler. Alors voilà, donc tu as eu cette petite période, et là tu as fait un rapprochement entre Smuggler et France Confection. D'où s'est née cette idée-là? En fait, France Confection était un outil de production qui avait été repris par mon associé en 95 avec des ouvrières, parce que cette usine de confection à Limoges avait subi pléthore de dépôts de bilan, et mon associé de l'époque, qui était un salarié, avait repris avec des ouvrières l'outil de production qui était en liquidation. Et cet outil de production a été essentiellement, lié à ce qu'on appelle nous des marchés de vêtements d'image, c'est-à-dire des marchés administratifs. Donc cet outil travaillait pour la RATP à l'époque, la SNCF, Air France, les uniformes. Enfin, il y avait beaucoup les uniformes. Ouais. Les uniformes, ce qu'on appelle on appelle ça du vêtement d'image. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est de l'uniforme en gros. Et donc cette unité de production avait une vraie expertise sur le sujet, et donc travaillait sur ces périmètres-là. Alors pas en direct, mais via des donneurs d'ordre. À l'époque, c'était Oxbridge. Je me souviens que c'était un des plus gros. Il y a toujours Balzan qui existe encore. Enfin bon, des gros donneurs d'ordre dans le vêtement d'image qui maintenant fabriquent tout à l'étranger. Et donc en fait, moi, j'étais très proche de Smuggler, parce que l'ancien président, qui était un monsieur du Nord, qui s'appelait Noël de Wavrin, issu d'une grande famille du Nord, m'avait fait part de son envie de vendre, parce que la société avait quelques années, que lui avait envie de passer à autre chose. Et donc, moi, j'avais apporté cette marque en tant qu'apporteur d'affaires à France Confection, et quand j'ai appris qu'il voulait partir et voulait vendre, je me suis dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer, parce qu'il fallait maîtriser sa production lorsqu'on avait son usine, et que le fait d'avoir son propre réseau de distribution, ça pouvait participer au fait de maîtriser une partie de ses productions. Et donc de ce qu'on appelle verticaliser. C'était les magasins de détail. France Confection, c'était une usine de production, justement. France Confection était une usine de production pure, ce qu'on appelle un façonnier pur. C'est-à-dire qu'en fait, on fournissait la matière première et on faisait le montage, en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle de la façon. C'est-à-dire qu'on vend pas un produit fini, on fabrique, on vend de la main-d'œuvre, en fait. C'était ça, le terme façonnier. C'est de la façon, donc c'est du travail à façon, donc c'était de la main-d'œuvre. Et donc on travaillait pour des marques, Paul et Joe, pour Agnès B, pour tout un tas de marques. Moi j'avais amené Smuggler en tant qu'apporteur d'affaires, et comme j'aidais beaucoup le patron sur ses collections à l'époque, je me suis dit que ça pourrait être un super moyen de pérenniser l'outil de travail et les emplois. Moi, mon associé à l'époque était un ancien syndicaliste très attaché à l'emploi, et il a eu bien raison. Et donc en fait, moi je supputais déjà à l'époque que ces marchés administratifs, ils allaient être délocalisés, comme tout le reste avait déjà été délocalisé. Même si on avait encore l'image de ces entreprises nationales, à l'époque, on pensait encore que ces entreprises qui étaient à l'époque nationales, que ce soit la RATP, la SNCF, et ils continueraient à fabriquer en France pour irriguer le tissu français industriel. C'était bien mal connaître l'État. Et donc, moi, je commençais à me dire que le fait de verticaliser, ça pouvait nous faire gagner de la marge, c'était intéressant. C'est-à-dire que l'idée, c'était de produire et de vendre directement dans nos magasins. Parce que historiquement, quand même, le textile, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'intermédiaires. Historiquement, il y a des grossistes, il y a des fabricants, il y a des détaillants, donc tout le monde prenait une marge. Donc ça, c'était un peu le schéma classique
le schéma classique du textile. Et donc, on s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, à l'époque, on s'est dit, pourquoi on n'intégrerait pas, on verticaliserait pas, on intégrerait donc à l'unité de production une chaîne de magasins. Et donc, on a cherché, parce que ni lui ni moi n'avions de moyens pour acheter cette marque. Donc, il a fallu qu'on trouve un financement. Donc, on a cherché des investisseurs. À l'époque, c'était quelque chose. Il y avait quand même. C'était pas la bonne période. On est en tête. On est en 2000. C'était en 2000, fin 99. On a signé. La signature du LBO, c'est le 8 mai 2000. Donc, je me rappellerai tout le temps. 8 mai 2000. Ah ouais, 8 mai 2000. Donc, on a commencé 1 an et demi avant à chercher, commencer à réfléchir à trouver des investisseurs. Je peux te dire qu'on a fait on en a fait beaucoup. Qu'à l'époque, on nous rebalançait. Moi, j'ai claqué quand même pas mal de portes de fonds d'investissement. Quand on me disait, oui, mais la bulle Internet, on était en plein dedans, quoi. Aujourd'hui, alors, industrie plus textile, alors là, c'était industrie en France et textile, donc personne ne voulait en entendre parler. Monsieur Attaf, l'atelier du monde sera en Chine, la mondialisation fera que, voilà. Donc, tous ces sujets-là, je les ai entendus maintes fois. Et quand je leur disais, mais ouais, quand vous me dites que la France va devenir un pays de tertiaire, qu'est-ce que vous allez raconter à une ouvrière qui s'est montée une manche comme personne, qu'elle allait être obligée de se reconvertir dans le tertiaire, elle sait même pas de quoi vous parlez, mais par contre, elle a certainement plus de savoir-faire que vous en aurez pendant toute votre vie. Donc j'ai eu des moments de friction avec des gens qui comprenaient pas du tout le sujet. Et puis, à un moment, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui était plutôt réceptive et qui était à la Caisse des dépôts et consignations à l'époque, c'était la CDC Entreprise. Monsieur qui a compris qu'il y avait certainement quelque chose à faire, qui s'appelait Bertrand Pénicaud, il s'appelle toujours d'ailleurs le pauvre, il est à la retraite. Bertrand Pénicaud, qui était à la Caisse des dépôts et qui, lui, a compris qu'il valait mieux être je me rappelle toujours de son discours, c'est marrant parce que j'y repense maintenant. Il me disait, je préfère être sur une marque leader dans un marché difficile que être avec une entreprise moyenne dans un marché en pleine croissance. Bon, fallait oser quand même. Mais c'est la théorie de l'océan bleu et de l'océan rouge. Hein. C'est ça. Il vaut mieux être un poisson moyen dans un océan bleu où t'as pas trop de concurrents que être un poisson où t'as énormément de concurrents tout autour de toi et il y a le même gâteau à bouffer. Quoi. Exactement. Donc du coup, grâce à lui, on a eu un fonds d'investissement local parce qu'il y avait des relations de la CDC avec la Limousin Participation. À l'époque, ça s'appelait. Maintenant, ça s'appelle, je sais plus comment, mais ça existe toujours, Limousin Participation. Ça existe encore, Limousin Participation. Ouais, je crois que ça existe toujours. Je crois que ça a été repris par Sophie Mac Partner, je crois. Ouais, qui a été racheté par UI. D'accord. Mais du coup, l'équipe de Limousin existe toujours. D'accord. Donc voilà, donc on a fait ce LBO en 2000 avec un effet de levier qui était quand même costaud parce que il fallait rembourser la dette. Après, ça a été quand même dur. On a cristallisé la dette pendant 1 an et on a remboursé en 2008 la fin du LBO. Bon, on a quand même réussi à le rembourser, le LBO, ce qui était quand même une gageure. Mais c'était pas simple parce qu'au début, en fait, l'usine fonctionnait très bien, aidée par les aides des 35 heures. On était en plein dans cette période. Donc, du coup, une rentabilité qui nous permettait d'aider au remboursement de la dette. Et après, ça s'est inversé. C'est Smuggler qui a plutôt été plutôt rentable et qui a soutenu l'usine. Il y avait 16 magasins, c'est ça ? Alors, on est monté à 13, en fait. 13, pardon. On est monté à 13 magasins, après avoir fait une autre levée de fonds en 2013. Une levée de fonds... alors, on était un peu poussé par... la Caisse des dépôts était devenue Alliance Entreprendre. Hein, d'ailleurs, entre-temps, ils avaient fait un coup de lessiveuse, on va dire. Il y a eu une volonté de ces investisseurs de trouver des nouveaux actionnaires. Et donc, en 2013, on a fait rentrer à l'époque un nouveau fonds d'investissement qui était un fonds de défiscalisation. Les fonds ISF ? Non, déjà ? C'était un fonds de défisque. On est entré via un club deal, en fait, à l'époque. Et c'était Midi Capital. Donc, on les a fait rentrer via une valorisation liée aux actifs des fonds de commerce. En fait, c'était là-dessus qu'ils sont rentrés parce qu'on c'est vrai qu'on avait des fonds de commerce qui n'étaient pas valorisés, qui avaient une certaine valeur et qui, du coup, nous ont déterminé un prix qui n'était certainement pas peut-être le prix auquel on aurait dû valoriser la boîte, mais en tout cas, ça a été le cas. Parce que les résultats n'étaient pas non plus... on n'a jamais fait des résultats... en ayant une production française, on n'a jamais fait des résultats énormes en termes d'EBIT. Donc, en fait, on s'est basé là-dessus, on a fait rentrer ce fonds, et ce fonds, bien sûr, comme d'habitude, a demandé la croissance, hein, puisque c'est le but, on ne rentre pas juste pour rentrer, hein, le but, c'est de créer de la valeur en faisant de la croissance. Et donc là, on a ouvert des magasins. Et là, l'erreur stratégique de ma part à l'époque, c'est d'ouvrir des magasins en province. Historiquement, Smuggler, c'était une marque très parisienne, très connue à Paris, qui habillait énormément de gens de milieu d'affaires, de la finance, d'avocats. Parce que Noël de Vavrin, qui était le fondateur de la marque, a été très malin. Il avait installé le premier magasin rue de Longchamp dans le 16e, à côté de Janson de Sailly. Donc tous les jeunes qui sortaient de Janson à l'époque, de Sailly, leur premier costume, ou le costume de leur rallye, se faisait chez Smuggler. Et du coup, c'était des gens qui sont restés
fidèles à la marque sur le costume. Et comme c'était obligatoirement des gens qui allaient travailler dans des milieux où on mettait du costume, et ils sont restés fidèles à la marque très longtemps. Donc on avait une clientèle très fidèle de gros chefs d'entreprise, de gros avocats qui sont restés fidèles. Ouais, la dernière fois, il y a quelques temps, j'en parlais avec Bruno Le Maire. Son premier costume, c'était un smuggler, par exemple. Donc voilà, on a habillé des gens qui étaient vraiment des prescripteurs. Et donc c'était très parisien. C'était une marque vraiment très parisienne. D'ailleurs, on n'était qu'à l'ouest de Paris. Les magasins, c'était le CNIT à la Défense, Neuilly-sur-Seine, rue de Longchamp dans le 16e. À l'époque, il y avait rue Bonaparte aussi à Paris dans le 6e. La Madeleine. On était vraiment très parisien et très ouest parisien. C'est-à-dire que là où il y avait potentiellement des gens qui s'habillaient beaucoup en costume. Et en fait, après, à chaque fois qu'on ouvrait... Pousser la croissance, t'as ouvert en région? Bah déjà, j'ai ouvert des magasins pas mal à Paris avant ça. Donc j'en ai ouvert à Paris qui ont été toujours plutôt bien... les ouvertures ont toujours été bonnes, notamment par exemple avenue Mozart dans le 16e. J'ai souvenir de cette ouverture parce qu'on avait fait une super ouverture et ça a bien fonctionné très vite. Donc en fait, dès qu'on ouvrait un magasin en région parisienne, ça marchait à Paris, je dirais, même ça marchait plutôt bien. Et donc, poussé là-dessus, on s'est dit, on va arriver en province, on va être en terrain conquis, ça va être la même chose. Bah, pas du tout. La province, c'est autre chose. Et puis aussi, une analyse peut-être qui a été pas très bonne de ma part, c'est on avait beaucoup de clients quand même provinciaux, et on s'est dit, si on ouvre en province, ça va fonctionner. Mais en fait, les gens, ces clients, ils achetaient à Paris, en fait. Ils étaient de province, mais ils achetaient leurs costumes à Paris, en fait. Et c'est pas le fait d'avoir ouvert en province qui a, en fait, les a fait motiver. Qui a augmenté le panier. Pas du tout. Ouais, parce que c'était des gens qui étaient déjà très parisiens. Puis il y avait un certain snobisme aussi pour ces personnes qui habitaient en province de s'habiller à Paris. Enfin, quelque chose un peu comme ça. Et bref, en province, déjà, on est arrivé en terrain conquis, et je le dis avec plein d'humilité. Aujourd'hui, c'était une erreur d'arriver comme ça en terrain conquis. Quand je dis en terrain conquis, je me suis dit ça va fonctionner tout de suite, c'est pas la peine de... Mais en fait, déjà, on met beaucoup moins de costumes à Paris en province, et ceux qui mettent du costume à l'époque, je parle, ça a beaucoup changé, mais je parle vraiment de cette époque des années 2000 où les gens qui mettaient des costumes en province notamment étaient souvent sur Paris et les achetaient à Paris, et que le vivier de personnes qui s'habillent en costume en province est quand même beaucoup moins important qu'il ne l'est à Paris, notamment dans l'ouest parisien où nous on était donc compliqué, ou des ouvertures difficiles. Avant ça, j'avais eu l'idée d'ouvrir à l'étranger. On avait ouvert Bruxelles et ça a été une catastrophe. Alors que je pensais qu'il y avait un vrai potentiel à Bruxelles, et on était très bien placés, mais on n'a jamais réussi à s'implanter vraiment à Bruxelles. Et pareil sur le Luxembourg, ça a été aussi un choix de se mettre là-bas parce qu'il y avait beaucoup de banquiers. On s'est dit ça va fonctionner, mais ça a toujours été très difficile en fait. En dehors de Paris, on a toujours eu des difficultés. Qu'est-ce qui fait que Luxembourg ça a été compliqué? C'est le manque de notoriété? Alors je pense le manque de notoriété, parce que là-bas on aimait bien les marques qui avaient une notoriété beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus luxe. Nous, on était sur des costumes à moins de 1 000 euros. Là-bas, c'était des costumes à 4 5 000 euros. Des gens, c'était un peu plus cette gamme-là. Ou après, très, très bas de gamme. Mais en fait, il n'y avait pas ce niveau. Donc voilà. Et puis après aussi, un problème de casting par rapport au recrutement qu'on a pu faire. La personne qui m'a fait ouvrir là-bas, c'était un responsable qui était responsable chez Hackett à Paris et qui m'avait dit « Oh là là, je suis sûr que si on ouvre un smuggler au Luxembourg, on va cartonner ». Voilà, donc c'est une erreur d'appréciation de ma part. Donc ça n'a pas été... Et en fait, Paris a toujours soutenu... le chiffre d'affaires des boutiques parisiennes a toujours énormément soutenu en fait tout le groupe et tout le réseau en fait. Sauf qu'il y a un moment où c'est quand même très compliqué. Donc tu disais Midi Capital, qui maintenant s'appelle M Capital, est rentré en 2013. Donc 5 ans plus tard, faut les sortir. Et c'est là que la crise commence. Alors déjà, il rentre en 2013. C'est une première fois sur un club deal où en fait je me suis aperçu... Alors à l'époque, moi j'étais en plein j'avais habillé Hollande, on avait reçu le certification Origine France Garantie en 2011, enfin, on était identifié comme la marque un peu emblématique du Made in France avec Smuggler. J'avais réussi à faire ça, c'est-à-dire à imposer la marque Smuggler comme étant la référence sur le costume Made in France. Et en disant qu'on était notre propre producteur, qu'on avait notre usine à Limoges. Je communiquais beaucoup sur le fait qu'on avait notre propre usine, qu'on était des vrais fabricants. On parlait tout à l'heure du slip français, voilà. Moi, j'avais cette stratégie-là, qui n'était pas la stratégie que voulait mon associé de Limoges d'ailleurs, mais ce qui a posé des problèmes après internes. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, à l'époque, on avait beaucoup de notoriété. On parlait beaucoup de nous dans les médias. Il y avait eu beaucoup de sujets. Puis j'avais eu Montebourg aussi qui m'avait beaucoup aidé. Et en fait, on avait tiré un club deal. Parce que le club deal, c'était plusieurs entreprises. En fait, les gens investissaient, c'était une des fiscs, et les gens investissaient dans ce qu'on appelle un club deal de plusieurs entreprises. C'était un panier, en fait, un panier de plusieurs entreprises. Mais nous, en termes d'image, moi, j'avais fait un roadshow, j'avais été présenté devant certaines
Voilà, j'avais fait des présentations de Smuggler, et donc ça avait tiré le panier. Donc du coup, on avait fait une première levée de fonds, et en fait, l'année d'après, ils m'ont redemandé de refaire un club deal en 2014. Donc on en a fait 2 de suite, en fait. Donc on a fait 2013 et 2014. On a 2 fois fait un club deal. Et on a... Mais tu avais besoin de ces ressources ou c'était plus pour la notoriété? Aujourd'hui, on parle du crowdfunding justement en disant ça permet de lever des fonds et également de faire de la notoriété. C'était ce raisonnement-là ou c'est que tu avais besoin de ces fonds-là? Non, en fait, à l'époque déjà, d'une part, je sentais qu'il fallait qu'on monte en puissance avec Smuggler pour soutenir l'usine et l'outil de production parce qu'on perdait des marchés. Donc je me suis dit, plus on fera de la croissance, plus on aura de magasins et plus on participera à la pérennité de l'outil de production. C'était pour moi un des objectifs. Et puis le deuxième, c'était de se donner les moyens de communiquer. Et donc pour ça, on avait besoin d'argent. Parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, nous, on n'a jamais fait des résultats. Voilà, on a réussi à rembourser notre LBO, mais au-delà de ça, on n'a pas eu des années avec des résultats absolument importants. Et comme je pensais qu'il y avait certainement les moyens de faire peut-être une croissance beaucoup plus forte si on avait les moyens de communiquer beaucoup plus, voilà pourquoi on a décidé de faire ça. Ok. Et du coup, 2018 ? Ouais, alors ça, c'est 2014. 2014. Après, ce qui se passe, c'est on a eu une période difficile où on a perdu pas mal de clients à l'usine. Parce que tu avais toujours l'activité de façonnier. Parce qu'en fait, on représentait 50% à peu près de la production de l'usine. D'accord. Et on avait l'activité de façonnier, on fabriquait pour d'autres. Et d'ailleurs, c'est un sujet important qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on a eu des divergences de vues avec mon associé à l'époque, qui était le patron de l'usine, parce que lui, il voulait pas qu'on communique sur le fait que Smuggler avait sa propre usine. Parce qu'il avait peur que ses clients en prennent ombrage et se disent, on va pas fabriquer chez Smuggler, parce qu'on avait des clients qui étaient effectivement des concurrents, des marques, enfin des chaînes de magasins parisiennes, des Curling, des Lagonda, des gens qui avaient des magasins à Paris. Voilà. Donc, du coup, c'était compliqué parce qu'on n'a pas pu aller au bout de la stratégie vraiment d'intégration, en fait. Et ça a été un sujet qui a commencé à faire que c'était difficile, quoi. C'était difficile. Et tu penses que tu as perdu des clients à cause de ça ou... Non, je pense vraiment pas du tout. Ou c'est juste qu'ils ont, à un moment, ils ont regardé le coup? Non, je pense pas du tout. Je pense que d'une part, ils avaient pas le choix parce que c'est marques sur lesquelles ils avaient peur. Alors, je parle pas des clients qui ont délocalisé les gros donneurs d'ordre ou les vêtements d'image qui, eux, tirés par les prix de plus en plus bas, sont partis délocaliser à Madagascar pour, par exemple, la SNCF ou en Chine, enfin d'autres. Mais les clients pour lesquels il avait peur, c'était des clients qui capitalisaient aussi sur la réactivité, l'agilité, le Made in France. Et il y avait qu'une usine en France, c'était la nôtre. On était la dernière usine de fabrication de costumes en France. Donc, je pense pas que le lien, je pense pas du tout qu'il y ait eu un lien avec le fait qu'on ait perdu des clients. Pas du tout même. Mais par contre, ça a freiné pas mal. Voilà, moi je me rappelle à l'époque, on avait pris une agence presse. Quand on a été certifié en 2011, on a pris une agence presse, qui est toujours la mienne d'ailleurs aujourd'hui, l'agence d'OFG, qui s'appelle l'agence Flag, qui est l'agence de RP. Et à l'époque, ils avaient du mal parce qu'il fallait communiquer sans communiquer, parce que il y avait des dissensions au sein des managers. Et donc c'était pas simple. Avec le recul que tu as aujourd'hui, tu aurais dû faire quoi? Alors c'est une excellente question qui me taraude toujours encore. Non mais c'est vrai, on me pose pas souvent la question et pourtant Dieu sait qu'elle tourne encore, alors, beaucoup moins quand même heureusement, mais à l'époque je m'en rappelle parce que j'avais fait des sorties dans les médias où j'avais dit tant que je serai à la tête de Smuggler, on délocalisera, tout sera fabriqué à Limoges. Et peut-être que il faut pas être aussi radical. Peut-être qu'il y a un moment où il aurait fallu que je sois en capacité de faire des marges pondérées en fabriquant une partie peut-être ailleurs pour sauver des emplois. En fait, moi, l'objectif, ça a été de garder les emplois, bien sûr, comme mon associé à l'époque. Mais peut-être qu'il y a un moment où peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de pas être trop radical dans mes prises de position parce que des fois, c'est contre-productif, la radicalité. Et peut-être que j'étais trop radical, qu'il aurait fallu réfléchir peut-être pour... du coup, quand vous avez tout perdu, vous vous dites, finalement, on aurait pu garder un peu, quoi. Et donc, peut-être que là, j'ai eu un moment où j'étais trop... Et d'ailleurs, je me rappelle, nos investisseurs de l'époque me demandaient pourquoi on délocalise pas pour gagner
Et moi, j'avais toujours peur que quand vous mettez le pied dedans, après, vous allez jusqu'au bout, quoi. En fait, c'est toujours un peu l'inquiétude de se dire, ouais, mais si on fait ça, après, on va se dire, bah, pourquoi on n'en fait pas plus et pourquoi finalement on fait pas que ça, quoi. Et moi, je pense que l'ADN de la marque, il est vraiment, le positionnement de la marque et l'ADN de la marque, j'en suis convaincu, était lié au Made in France. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus fabriqué en France et du coup, elle a perdu son identité, la marque, elle a plus l'identité qu'elle avait à l'époque avec l'ADN Made in France qu'on avait vraiment porté dans les médias. Voilà, j'avais beaucoup. Donc, pour répondre à ta question, en toute honnêteté, je pense qu'avec le recul, ça a été un vrai sujet. Je pense que j'aurais dû peut-être réfléchir à ça. Et puis peut-être aussi avoir la capacité à m'entourer de vrais gestionnaires. Qui sont, moi je suis un autodidacte, je suis issu de la production, du textile, moi je suis un homme de produit, j'adore le produit. Et peut-être que j'aurais eu besoin, et d'ailleurs ça a été un vrai sujet aussi que je me suis posé après coup, peut-être que j'ai pas bien identifié les besoins que j'avais en tant qu'investisseur, j'aurais préféré avoir plus des gens qui étaient plus accompagnateurs dans les sujets de stratégie notamment, et dans la finance, que juste des investisseurs qui étaient, des investisseurs qui étaient encore une fois des fonds tout à fait louables, encore une fois, des gens qui faisaient de la défiscalisation. Les fonds des fiscs sont des fonds plutôt dormants. Voilà, ils sont très peu actifs dans la gestion et ils viennent à l'Assemblée Générale et ils sont contents de sortir, quoi. Enfin, leur rôle, c'est pas de s'immiscer dans la gestion. Nous, c'est ce qu'on vend d'ailleurs à nos clients. Les fonds des fiscs, alors il y en a moins aujourd'hui, mais nous, c'est ce qu'on disait. C'est si vous voulez être tranquille chez vous, un fonds des fiscs, c'est le mieux. Parce que c'est l'argent est le même et vous êtes un peu tranquille. C'est la facilité. 2018, il y a une vente qui est organisée avec le groupe Molitor. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que difficulté avec... déjà difficulté financière, tout court, parce qu'il a fallu que moi j'ai baissé mes marges, parce que j'ai surproduit à l'usine pour soutenir l'outil, parce que mon associé voulait qu'on garde les emplois, et ce qui est normal d'ailleurs. Donc en surproduction de smuggler, donc on surproduit. Ah ouais. On surproduit, donc on se retrouve avec beaucoup de stock, donc on dégrade les marges parce qu'on vend à des prix, donc c'est un peu l'enchaînement, la spirale infernale en fait, quand même. Alors ce qui est marrant, c'est que les meilleures années de Smuggler sont au moment de la crise de 2008, 2009, 2010. C'est vraiment une période où Smuggler a bien fonctionné. On a fait nos meilleures années. Donc après le LBO, après le remboursement de le LBO. Et 2010 aussi, je rachète, moi, à titre personnel, la fin, parce qu'on avait racheté 80% en fait à Monsieur de Wavrin, de Smuggler, de Orphée-Longchamp à l'époque. Il restait 20% et on avait un accord tous les deux. Comme quoi, dans quelques années, je lui rachèterai les 20%. Donc je l'ai fait. Comme j'avais pas de moyens, j'ai été obligé de le faire en m'endettant. Donc c'est un peu compliqué. Pour moi, et avec le recul, j'aurais pas dû le faire, parce que c'est toujours comme ça. Du coup, on se retrouve en 2016, ça commence à être compliqué en 2016, parce que sur stock, les marges qui se dégradent, l'usine qui fonctionne moins bien, parce que quand il y a de la tension, c'était difficile. Et là, il y avait vraiment des grosses tensions au sein des associés, pas tant avec les actionnaires, mais plutôt entre moi et manager. Et donc, on s'est mis en conciliation et on a nommé un mandataire judiciaire qui est rentré parce que, on avait dire, les relations entre associés étaient distendues. Donc c'était voilà pourquoi le tribunal de commerce avait nommé un administrateur pour régler ces problèmes d'associés, dans un premier temps. Et puis après, comme ça s'est pas réglé, on a été obligé de se mettre en redressement judiciaire. Donc on a été dans une période de redressement judiciaire. Et à ce moment-là, on a cherché des repreneurs. Le groupe Molitor, c'était juste avant le dépôt de bilan, avant le redressement judiciaire, s'était positionné pour reprendre. Et finalement, ils n'ont pas repris. Il y a eu un redressement judiciaire qui a duré quand même longtemps, on a eu une période d'observation qui a été quand même longue. Et puis on avait toujours l'espoir que on trouve des repreneurs. Finalement, ça s'est pas fait. Et en fait, les actifs de Smug, donc il y avait deux structures. Il y avait une structure de production, une structure de distribution qui était portée par une holding d'investissement qui s'appelait ABCD Partners, qui était un holding d'investissement initial. Et donc la branche Orphée-Longchamp, donc distribution, on l'a mis en redressement judiciaire, et en espérant trouver des repreneurs, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, on en avait pas mal qui étaient identifiés, mais finalement ça s'est pas fait. Et puis finalement, le groupe Molitor, qui devait rentrer avant le redressement judiciaire, a attendu gentiment le dépôt de bilan pour reprendre après les actifs. Et à ce moment-là, ils voulaient pas reprendre l'usine, parce que l'usine n'était pas en dépôt. Et l'usine était encore in body, pas in body, mais en tout cas elle n'était pas en cessation de paiement. Le tribunal a obligé le groupe Molitor à reprendre aussi l'usine pour 1 euro symbolique, parce que Smuggler représentait 50% du chiffre d'affaires de l'usine, et que si on enlevait Smuggler,
Le tribunal avait très bien compris que donc ils ont compris. Smuggler et se fournir ailleurs. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Groupe Molitor avait sa propre usine déjà au Portugal. Enfin, si, ils le savaient, mais c'est pour ça qu'ils les ont obligés à garder l'usine. Mais qu'au bout de 2 ans, finalement, l'usine a fermé à Limoges et que maintenant, c'est fabriqué au Portugal. Voilà. Après l'opération, pendant 2 ans, tu as eu un rôle délégué général. De délégué général. Ouais. Parce que en fait, je croyais qu'il y avait vraiment. C'est pour ça que Limoges a duré 2 ans de plus, c'est le temps que tu étais là. Ouais, c'est un peu ça, ouais, oui, parce qu'en fait, moi, je suis parti au moment où finalement ils ont fermé, parce que là, il y a eu des tensions parce que c'était pas ce qu'on m'avait vendu. Moi, j'ai essayé de trouver le moyen de reconstruire une nouvelle usine plus moderne, de trouver les moyens avec le groupe Molitor, de lever des fonds pour créer une usine ultra moderne, compétitive. Et en fait, ça n'a pas du tout été possible. Et puis, après, il y a eu cette fermeture qui a fait que, moi, je me suis séparé, quoi. Parce que là, pour moi, c'était plus dans mon ADN du tout. Donc, c'était le fait de plus avoir l'outil de production en France, c'était pas du tout. C'était pas en relation avec tes valeurs que je portais, exactement. Tu es donc sorti de cette activité-là. Tu as lancé une marque de costumes un peu plus sportif. Ouais, un peu plus casual chic parce que c'était en pleine période. Moi, on a lancé cette marque juste avant le Covid. Ça ne pouvait pas être pire. En plus, c'était vraiment la période la pire, puisqu'on a ouvert le showroom à Paris, rue Française, parce que moi, je voulais absolument être rue Française, parce que je trouvais ça symbolique pour moi. Pour moi, d'être dans le 2e rue Française, c'était symbolique. Et donc, on a ouvert le showroom là-bas. Et on a refermé aussi sec, parce que c'était le Covid. Donc, ça a été compliqué quand même. La période a été difficile. Parce qu'entre-temps, l'usine avait été reprise à Limoges par une société qui avait repris très peu de personnel, mais qui était en capacité de nous produire quand même quelques pièces. Et donc, on fabriquait quand même là-bas. Les pièces Belleville étaient fabriquées de nouveau à Limoges. Donc voilà, moi, l'idée c'était de repartir avec une nouvelle marque qui serait toujours fabriquée à Limoges. C'était ça un petit peu l'idée. Aujourd'hui, on va parler de ton engagement. Ouais. Tu es président d'Origine France Garantie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que déjà cette certification et le rôle que vous avez ? Origine France Garantie, c'est né d'une mission qu'avait confiée Nicolas Sarkozy à Yves Gégaud en 2010, je crois, puisque l'association date de 2011. L'association de 2010, mais la certification de 2011. Mais en fait, sur la marque France. Et en fait, à l'époque, la mission de Yves s'est aperçue qu'effectivement, il y avait un vrai trou dans la raquette sur l'identification du Made in France. Que le Made in France est régi par le Code des douanes européen, qui dit qu'une opération substantielle d'un produit peut vous permettre d'être Made in France, et que c'est déclaratif. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de contrôle, si ce n'est que les douanes peuvent en faire, mais en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de moyens et que vous pouvez, si tu estimes qu'un produit est fabriqué en France et que tu as une opération substantielle qui a été identifiée comme étant française, on peut se mettre Made in France. Donc, c'est très léger comme plus 45% à minima de la valeur ajoutée, mais bon, c'est pas. Donc, du coup, en fait, l'idée, ça a été de pouvoir donner aux consommateurs une certification qui garantisse que le produit est bien fabriqué en France. Origine France Garantie, c'est 2 critères qui sont absolument fondamentaux. C'est le critère numéro 1 qui est à minima, il faut 50% du prix de revient unitaire sorti d'usine qui doit être française, en tenant compte de tout, des investissements machines, la R&D plafonnée à 10% parce qu'on veut pas que la R&D pèse trop, parce que nous, ce qui compte, c'est la fabrication. Et le deuxième critère, c'est que toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. Donc ça, c'est les 2 critères qui font que vous pouvez être certifié Origine France Garantie. Et l'idée, ça a été de mandater des organismes certificateurs indépendants pour faire les audits. C'est-à-dire, on a aujourd'hui la FNOR et le Bureau Veritas, qui sont des organismes agréés, certificateurs, qui font l'audit sur le socle de référentiel filière qu'on leur donne pour garantir que le produit est fabriqué en France. Et donc, j'ai trouvé ça absolument génial, moi, en 2011, et j'ai tout de suite voulu certifier Smuggler. Et c'est pour ça qu'on a été la première marque dans le textile à être certifiée Origine France Garantie, ce qui nous a aussi donné une belle communication qui nous a fait beaucoup connaître, parce qu'on a beaucoup communiqué sur l'Origine France Garantie, on mettait le logo partout, c'était vraiment... C'est vraiment un avantage aujourd'hui d'être Origine France Garantie. C'est un avantage énorme d'être Origine France Garantie aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on a plus de 10 ans, mais on va fêter nos 15 ans cette année, donc effectivement on a 15 ans, donc la marque, parce que je parle d'une marque, elle s'est vraiment bien installée, et dans l'imaginaire du consommateur, qui comprend que y a beaucoup de fraude, qu'il y a beaucoup de franco-lavage, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'image
l'immatériel de la marque France pour vendre. Et Origine France Garantie, on a fait un sondage IFOP cet été. 83% des Français reconnaissent la certification Origine France Garantie et sont rassurés par la certification Origine France Garantie. Donc il y a vraiment aujourd'hui un vrai pouvoir de la certification parce que en fait on est transverse sur tous les secteurs d'activité. On est, je prends toujours l'exemple de la Yaris Cross parce que bon, elle est fabriquée à Valenciennes. Hein, et encore une fois, nous on certifie des gammes de produits, pas des sociétés. C'est la Yaris Cross fabriquée à Valenciennes qui est certifiée pour Toyota. C'est pas Toyota qui est certifié, c'est le modèle. Nous, c'est des gammes de produits. Et on est sur tous les secteurs d'activité, donc c'est pour ça que les gens nous commencent à bien identifier. C'est qu'on peut être de la voiture au jean 1083, à la pompe à chaleur, à des produits cosmétiques, du lin de chez Linae. Enfin voilà, on a 700 entreprises et 3500 gammes de produits. Et donc on est la seule certification qui est transverse sur tous les secteurs d'activité. Parce que souvent, il y a des certifications de filière, des certifications régionales, et nous, on est la seule certification qui est transverse, qui peut s'adapter à tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est important, et c'est ce qui fait aujourd'hui cette force de la certification. Et si on est consulté aujourd'hui de plus en plus sur beaucoup de sujets, c'est parce que je pense qu'on commence vraiment à avoir réussi à installer la marque d'une manière très forte et qui rassure le consommateur. Et puis depuis le Covid, on a besoin d'être rassuré, il y a besoin de traçabilité, acheter du Made in France, c'est bien, mais acheter de l'Origine France Garantie, c'est mieux. On dit toujours, notre slogan, c'est l'Origine France Garantie, c'est le Made in France Garantie. Donc voilà, c'est parce que là, du coup, vous êtes sûr que c'est certifié. Il y a un numéro qui est propre à chaque produit. En fait, à chaque gamme de produits, c'est une société, quand elle se fait certifier, elle a un numéro qui lui est propre, qu'elle doit mettre sur toutes ses communications. Donc ça donne vraiment beaucoup de force à la certification. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est 50% B2B, 50% B2C. Donc c'est pas uniquement des marques B2C, mais par exemple à l'export, le fait qu'on soit une certification, ça a une vraie valeur parce que du coup il y a un numéro, donc ça permet de tracer et ça a une vraie valeur pour nos adhérents. Donc ça c'est formidable. Comment évalues-tu l'évolution de la production du Made in France, la production en France, sur la dernière décennie? Alors, la décennie elle est coupée en deux avec le Covid au milieu, mais justement, est-ce que le Covid a été propice ou à l'inverse? Non, mais ça a été un formidable accélérateur, la prise de conscience de la désindustrialisation. Enfin bon, le vrai sujet, c'est que la prise de conscience, elle est très récente. Je veux dire, aujourd'hui, on est tombé à moins de 10% du PIB sur les produits manufacturés, donc c'est catastrophique, versus 15% de moyenne en Europe. 15% en Italie, 22% en Allemagne. On est vraiment le parent pauvre. Aujourd'hui, on est au niveau je crois que c'est Olivier Lonzi qui dit qu'on est au niveau de la Grèce, je crois, ou de Chypre, je sais plus, sur le niveau d'industrie dans le PIB. Donc c'est catastrophique. On part de loin. Mais il y avait eu une prise de conscience après le Covid parce qu'on s'est d'un seul coup, il y a des gens qui ont eu la lumière, des gens pour qui l'industrie c'était pas le sujet, puis finalement qui se sont dit waouh, attention, danger, ça c'est très grave parce qu'un pays qui perd son industrie, c'est un pays qui perd sa souveraineté, c'est un pays qui perd son indépendance, c'est un pays qui perd sa liberté. Et encore une fois, c'est pas du protectionnisme de vouloir produire, c'est d'avoir les moyens de choisir. Et quand on n'a pas les moyens de choisir, on est dépendant des autres. Et toutes les filières sont stratégiques. Moi qui suis issu du textile, quand on a demandé à l'industrie textile de fabriquer des masques en tissu parce qu'on n'avait plus de masques chirurgicaux, parce que à l'époque tout le monde se battait pour avoir des masques chirurgicaux. On a demandé de fabriquer des masques en tissu à l'industrie textile française qui s'est mobilisée. D'ailleurs sous l'impulsion de Guillaume Gibaud du slip français qui a fait un formidable travail de rassemblement. Finalement on s'est aperçu que cette filière du textile elle était stratégique aussi. Parce que lorsqu'on me parle de filière stratégique, la défense, la santé, mais en fait toutes les filières sont stratégiques à minima pour qu'un pays puisse réagir en cas de problème. On nous a dit qu'on était en guerre. Je vous rappelle quand même que lorsqu'on a été Covid, on nous a dit qu'on était en guerre. Donc c'est pour ça que moi je dis tout le temps j'étais résistant avant la guerre parce qu'on s'est aperçu que on savait plus rien produire en France, que c'était une catastrophe, qu'on achetait tout à n'importe quel prix parce que la mondialisation heureuse ça marche quand tout va bien. Quand vous avez le canal de Suez qui est coupé et que nous on a des adhérents qui avaient des produits, des pièces qui étaient bloquées, du jour au lendemain il se passe plus rien quoi. Donc c'est très important d'avoir cette idée que la souveraineté d'un pays c'est capital pour sa liberté. Et puis au-delà de ça, je pense que ce qui porte vraiment mon combat, c'est surtout cette dimension sociétale, parce que un pays qui produit, c'est un vrai choix de société, parce que la production, ça irrigue 3 emplois indirects. Je veux dire, c'est un emploi industriel, c'est 3 emplois indirects. Donc déjà, ça redonne de l'énergie à des territoires, à des régions. Si aujourd'hui on est complètement délité, que le lien territorial s'est distendu, encore
Encore une fois, je parlais de diagonale du vide, elle existe, c'est parce qu'on produit plus. Quand on va reproduire, moi je rêve d'un village, une usine. Quand on reproduit, ça recrée du lien social, ça fait ouvrir des cafés, ça fait ouvrir des gens qui travaillent. Et puis ça permet aux gens aussi de rester dans leur territoire. Lorsqu'on a décidé de tout mettre sur les grandes métropoles, on a complètement ce que Olivier Luandi appelle les villes de sous-préfecture, on les a complètement abandonnées parce que c'était l'endroit où il y avait un vivier d'emploi, il y avait un vivier de savoir-faire, et ces villes-là sont complètement délitées. Et l'ascenseur social, et mon combat numéro 1, c'est de relancer l'ascenseur social. Et l'ascenseur social ne pourra se relancer que lorsque l'industrie sera relancée. C'est un formidable endroit où on peut se former, l'industrie, où on peut évoluer, où on peut avoir la capacité d'avoir un projet de vie dans son territoire. Moi, je dis toujours, j'ai très bien placé pour... Moi, j'ai mes 2 filles qui ont fait des écoles de commerce, elles sont en bac+5, qui aujourd'hui travaillent dans des boîtes de conseil ou des startups. Et quand je leur dis, mais dans vos entreprises, dans le 9e à Paris, est-ce qu'il y a autre chose que des bac+5 ? Je dis... non. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui, n'ont pas eu la chance comme vous de pouvoir faire des études, n'ont pas les capacités, n'ont pas l'envie, et ont envie quand même d'avoir un projet de vie, un projet professionnel. Donc, l'industrie, c'est un formidable moment où déjà tout le monde se parle, Moi, je remets des certifications toutes les semaines. J'étais encore il y a 2 jours chez Martin Pourret, qui fait à Orléans, qui vient d'ouvrir une usine, 8 millions d'euros d'investissement, une magnifique vinaigrerie, qui fait du vinaigre, de la moutarde. C'est absolument magique. Un outil de production, c'est magique. Et c'est un endroit où tous les gens se parlent, où il y a du lien social. Le lien social se délite quand chacun est dans sa strate. Et depuis 40 ans, chacun était dans son univers et on se parlait plus. Et donc ça crée des tensions, ça crée ce qu'on voit aujourd'hui, un pays où les gens se parlent plus, où il y a vraiment des grosses frictions. Et je pense que quand je parle de choix de société, c'est essentiel parce que je pense que le produire, ça peut être un vrai moyen de rassembler. Transpartisan. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur le périmètre politique dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se rassembler autour de valeurs qui sont de dire, il faut qu'on produise. Aujourd'hui, je pense que tous les partis politiques ont compris que le sujet de la production est un sujet fondamental. Donc, on peut se rassembler sur ce projet national, autour de reproduire sur le territoire français. Et ça, c'est essentiel. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi ? Le premier truc que tu ferais ? Alors, ce que je ferais, j'enlèverais toutes les normes qui étouffent nos entrepreneurs. C'est déjà une belle initiative, ouais. Ça nous faciliterait la vie. Voilà. Tu as un deuxième engagement associatif, les FFI. Alors, c'est pas associatif, les FFI, c'est une entreprise. C'est justement. Non, mais c'est important parce que c'est bien que tu le dises, au contraire. C'est l'avantage, c'est que moi, je suis président de l'association Origine France Garantie. J'ai des comptes à rendre au conseil d'administration, j'ai des comptes à rendre à mes adhérents, surtout. Et les FFI, l'idée c'était justement d'avoir la capacité, quand je l'ai monté à l'époque, il y a 5 ans avec mes associés, c'est justement d'être à la manœuvre et de pas être dépendant à la fois d'adhérents, de subventions, mais de pouvoir prendre des choix et de pouvoir aussi réagir quand il y avait des sujets qui nous... Voilà. Quand on a fait un sujet sur l'énergie et quand moi j'ai demandé à ce qu'il y ait le découplage, on pouvait pas le faire avec Origine France Garantie parce que c'est normal, on peut pas engager tout le monde. Là, avec les FFI, nous on est monté au créneau, on a fait des tribunes, on a expliqué que c'était un sujet fondamental et que c'était dangereux. Donc, peut-être pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux présenter les FFI ? Bien sûr, tu as tout à fait raison. J'y tiens beaucoup, en fait. Alors, les FFI, c'est les Forces françaises de l'industrie. Et en fait, c'est né d'une idée que j'ai eue, il y a un peu plus de 5 ans. Parce que moi, je suis très lié au salon du Made in France. Fabienne Delahaye, la présidente que je salue, et tout l'univers du Made in France. Et chaque année, on se retrouvait au sein du salon, qui est le moment phare de l'année. Et à chaque fois, il se passait des choses quand on se rencontrait, quand on se parlait. Et puis, il y a toujours des rencontres. Je me suis dit, il faut absolument que je monte un club. Au départ, l'idée, c'était vraiment un club d'entrepreneurs autour de la réindustrialisation pour qu'on puisse toute l'année continuer à se voir, à parler et à trouver des solutions, à s'entraider. Parce que la solitude aussi de l'entrepreneur industriel, elle est terrible. Donc c'était un peu cette idée-là que j'avais. Et puis j'avais surtout l'idée du rassemblement. C'est pour ça que j'ai appelé ce mouvement les Forces françaises de l'industrie, cet écosystème les Forces françaises de l'industrie, parce que moi j'adore l'histoire et j'adore la Seconde Guerre mondiale. Et les FFI, nos glorieuses aïeules aînées, qui sont les Forces françaises de l'intérieur, en fait, avaient réussi, sous l'initiative du général de Gaulle, que je chéris, avaient réussi à faire en sorte qu'il y ait, pour une noble cause qui était la libération de la France, de mettre ensemble des communistes, des gaullistes, des gens vraiment de toute idéologie,
transpartisan qui était capable, sur un sujet, sur cette noble cause qui était la libération de la France, de se mettre ensemble. Les forces françaises de l'intérieur. Et donc, les forces françaises de l'industrie, c'est la noble cause, c'est la réindustrialisation. C'est-à-dire d'essayer de fédérer toutes les énergies, de rassembler le maximum. Alors, Laurent Moisson, mon associé, dirait que Gilles collectif à taf, parce que moi, je suis un fou du collectif. Peut-être que c'est mon ADN de volleyeur. Moi, j'ai joué au volley pendant 30 ans, et au volley, on peut pas gagner un point tout seul, c'est impossible. Contrairement, il y a beaucoup de sports. Au foot, on peut prendre le ballon et aller jusqu'au bout. Au volley, si on fait pas de passe, on peut pas gagner. C'est impossible. Et donc, cette idée du collectif, pour moi, a toujours été fondamental, parce que je pense que c'est par le collectif qu'on y arrive et jamais seul. Et donc, c'est pour ça que les FFI sont nés de cette idée que j'avais de rassembler au départ, en faisant donc un club d'entrepreneurs qui, après, a grossi, est devenu un écosystème, et surtout, a été pris en charge par des ambassadeurs en région qui ont fait un gros travail d'évangélisation sur ces sujets. Et aujourd'hui, c'est devenu un écosystème avec un accélérateur, avec une société de com, et puis un fonds d'investissement qu'on est en train de monter, qui s'appelle FFI Croissance. Vous avez déjà des participations d'ailleurs ? Ouais. Alors non, enfin, on n'a pas de participation de FFI Croissance. On a une holding d'investissement qui s'appelle le FTF, le French Touch Fund, qui est une holding d'investissement de gens des FFI qui ont mis de l'argent à titre personnel. Mais c'est une holding d'investissement qui a aujourd'hui, je crois, c'est 3 millions. Voilà, donc a fait beaucoup d'investissements dans des petites sociétés. Mais à côté de ça, on a surtout lancé avec Crystal Finance un fonds qui s'appelle FFI Croissance, et on est en pleine collecte aujourd'hui, avec une thèse d'investissement qui est vraiment liée à la réindustrialisation et au territoire. Et donc l'idée, c'est d'aider là où il y a un trou dans la raquette, à savoir les PME, pour qu'elles deviennent des ETI en France. Il y a un vrai trou dans la raquette et un besoin de financement. Donc l'idée, c'est de monter ce fonds autour de cette thèse d'investissement qui est la réindustrialisation et des territoires. Donc on est en pleine phase de collecte. On a l'agrément AMF, on travaille avec Taigro et Crystal Finance, et la société de gestion qui porte FFI Croissance. Super. On va pouvoir réinjecter des capitaux dans l'industrie. Exactement, tout à fait. Et finalement, comment tu peux évaluer ton impact sur les différents projets que tu as eus, donc l'entreprise familiale, Smuggler, aujourd'hui les FFI, Origine France Garantie. Alors tu le dis, tu es plutôt quelqu'un qui est dynamique et qui pousse les projets, mais comment est-ce que tu évalues ton impact aujourd'hui ? Alors moi, je crois que je suis bien meilleur lorsque je mets les gens en avant. Moi, je trouve que moi, je suis assez consensuel en fait. Et donc j'arrive moi, c'est quand Yves Gégaud m'a demandé de reprendre. Puisque c'est notre fondateur, c'est lui qui a créé Origine France Garantie. Quand il m'a demandé de reprendre la présidence la première fois, parce qu'après j'ai été réélu il y a un peu plus d'1 an maintenant. À l'époque, moi j'avais vraiment cette idée de vouloir essayer de fédérer le maximum de gens. Et je pense que l'impact que je peux avoir aujourd'hui, c'est d'être en capacité de parler à tout le monde et d'être écouté par tout le monde et d'être audible. Parce que je suis pas quelqu'un de très... je suis plutôt consensuel. Je suis... D'ailleurs, j'ai horreur du conflit. C'est un drame, parce que j'essaie toujours d'éviter le conflit. Des fois, ça a aussi du bon d'aller... Mais par contre, j'ai cette capacité, d'une part, à pouvoir mettre en avant les gens de bonne volonté, à les faire justement éclore. Donc, je trouve que ça, c'est une qualité que je peux avoir, c'est que au sein de l'écosystème du Made in France, je crois que j'ai cette voix qui fait que, généralement... je suis écouté parce qu'on sait que je suis pas dans l'affrontement, dans l'idéologie, et que j'essaye de porter un sujet qui me dépasse en fait. Parce que en fait, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, le sujet pour moi, il est plutôt de porter les valeurs auxquelles je crois, parce que je crois en l'apaisement, moi, et c'est important. C'est important de trouver les moyens de retrouver de l'apaisement, et on en a tous besoin. Donc mon impact, il est lié au fait que je pense que j'ai réussi à apaiser des tensions, à faire comprendre aussi sur certains sujets qu'on pouvait travailler ensemble, faire avancer les lignes, et pas être dans la radicalité qui fait que la radicalité, encore une fois, pour moi, elle est contre-productive, parce que on se fait plaisir, mais c'est pas comme ça que les choses avancent. Quel était le moment le plus difficile dans ton parcours ? Sans aucune hésitation, la fin de Smuggler. Ouais. Ouais, ça a été un drame pour moi, ça a été un échec total. Ça a été un effondrement terrible, pire que la perte de l'entreprise familiale. Ouais. Ah ouais, non, Smuggler, ça a été vraiment une énorme déception dont je m'en remets pas complètement aujourd'hui encore. Tu en as tiré des leçons ? Ouais, je pense. Ouais. Je pense que j'en ai tiré des leçons sur. Je pense que aujourd'hui, je connais un peu mes limites, et à l'époque, je pense que
J'avais pas conscience de certaines limites et qu'on a besoin de se faire entourer et d'être bien épaulé lorsqu'on maîtrise pas réellement tous les sujets et, euh, et d'être plus à l'écoute, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que je pense que j'ai pas été assez à l'écoute de signaux qu'on pouvait m'envoyer et qui étaient importants à écouter. Et si tu pouvais parler au Gilles qui, à 19 ans, se retrouve à la tête de la société familiale, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais continue tes études. Ouais, franchement. Non, mais je pense qu'il y a un vrai manque de ma part à ce niveau-là et je regrette. C'est que tu as voulu faire le chevalier blanc et sauver la famille plutôt que de laisser là où c'était? Ouais, je pense que non, je pense que je pense que c'est une erreur fondamentale de penser que on peut. En fait, quand on est jeune, on a l'impression que voilà, on peut tout casser, mais je pense que l'expérience montre que je pense qu'on c'est pas aussi simple que ça et que je pense que j'ai eu certainement des lacunes qui m'ont poursuivi toute ma vie. Ça aurait été intéressant que je puisse continuer. 15 ans de moins, tu devrais recréer une entreprise? C'est marrant parce qu'on me pose souvent la question en ce moment si si un projet un sujet fort avec une grosse motivation, ça pourrait le faire, ouais. Et tu pourrais conseiller à tes... Alors, tes enfants, tu l'as dit, sont plutôt salariés. Alors non, ma fille, elle est associée dans une société de conseil. Ma grande fille, qui a 33 ans, que j'embrasse très fort. Moi, j'ai une relation fusionnelle avec mes filles. Et Kim, la grande, a une vraie... c'est une vraie entrepreneuse dans l'âme. Aujourd'hui, elle est associée dans une société de conseil, mais elle a beaucoup d'ambition. Elle est beaucoup plus ambitieuse que moi. Et, et elle est surtout beaucoup plus forte que moi, parce qu'elle a cette capacité, elle, à pouvoir trancher que je n'ai pas, je pense. Non, c'est pour ça que j'ai pas de conseil à lui donner, parce que franchement, je pense qu'elle en a pas besoin. Et ma petite, qui a 27 ans aujourd'hui, elle est salariée dans une société qui fait de la conciergerie pour Airbnb, et elle est head of sales. Et donc, elle est en train de faire une magnifique carrière, et je suis très fier de sa carrière, parce que franchement, elle le doit à personne. Parce que Kim était très proche de moi, elle a travaillé avec moi chez Smuggler, et donc elle a travaillé chez Chanel, il y avait une vraie dimension familiale, et d'ailleurs elle regrette beaucoup Smuggler, elle aurait bien voulu, je pense un jour, elle me l'a dit récemment, je ne savais pas, mais elle se serait bien vue à la tête de Smuggler. Pas du tout ma petite aujourd'hui, qui elle a fait son parcours de son côté sans jamais rien me demander, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, et voilà, donc non, j'ai pas de vol de leur propre aile. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaite créer une entreprise? Déjà, de pas penser à la sortie. Parce que moi, ça me sidère tout le temps. Moi, je trouve ça assez incroyable lorsqu'on crée une entreprise, déjà de penser à sa sortie, quoi. Enfin, on se dit, ouais, il faut que je fasse attention quand je vais revendre ou quand je vais... Enfin, je trouve qu'il faut avoir une motivation qui soit certainement autre que celle de se dire, on va faire beaucoup d'argent. Déjà, voilà, il faut que le projet... Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Moi, je sais pas faire les choses si j'y crois pas, si j'aime pas le produit. Enfin, moi, on m'a toujours dit que j'étais un bon vendeur, que je pouvais vendre n'importe quoi, mais c'est une grosse erreur. Hein. C'est parce que j'ai toujours vendu des choses que j'aimais. J'y croyais vraiment. Hein. Donc, en fait, aujourd'hui, je vends le fabriqué en France parce que j'y crois, parce que en fait, pourquoi je suis aussi convaincant? Parce qu'on me dit tout le temps, ouais, tu portes le sujet, t'es Monsieur Made in France, mais c'est parce que c'est pour moi c'est quelque chose auquel je crois profondément. Et moi, je trouve que c'est compliqué de pouvoir porter des projets auxquels au fond on croit pas. Donc, je pense qu'il faut surtout croire à ce qu'on porte. C'est quoi ton objectif final? À quel moment tu te dis, ça y est, j'ai fini, je peux m'arrêter mon combat? Quand Origine France Garantie n'existera plus, parce que si on n'existe pas, ça veut dire qu'on aura gagné, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir une certification qui garantit que le produit est bien fabriqué en France. C'est que quand Origine France Garantie disparaîtra, c'est qu'on aura réussi notre combat et qu'il n'y aura plus besoin d'avoir une certification pour garantir au produit qu'il est bien fabriqué en France. Mais ça, c'est un peu pour l'anecdote, mais sinon, non, moi je suis très attentif à un sujet qui est pour moi essentiel dans la société, c'est le partage de la valeur. Et donc, je trouve que c'est essentiel pour une société de bien comprendre qu'on peut pas avoir une société où
encore une fois, c'est pas du tout une dimension idéologique, hein, parce que le partage de la valeur, c'est partagé. Enfin, je rappelle toujours que le général de Gaulle, c'est lui qui a mis en place la participation, et c'est pas un communiste invétéré. Hein. Donc le partage de la valeur, c'est quand même un sujet qui est essentiel pour vivre en paix, que tout le monde profite. Et moi, j'ai un truc terrible. C'est marrant parce que tu me fais pas dire des choses. Moi, je peux pas être heureux quand les gens sont pas heureux autour de moi. C'est-à-dire que je trouve que c'est fondamental. Moi, je sais que ça me traumatise, même si moi j'ai pas de problème, mais que je vois que autour de moi il y a des gens qui sont dans le souci, dans le besoin. Et moi, je pense que ça, c'est hyper important d'avoir en tête. C'est que je pense que pour qu'une société fonctionne, il faut que tout le monde puisse en tirer les fruits, et quel que soit son poste, quel que soit son niveau. Encore une fois, moi, je pense que chacun a son niveau, la valeur. La valeur de chacun, elle n'est pas déterminée par son niveau social, mais par ce qu'il apporte à la société. C'est pour ça que j'aime bien cette idée des communs, c'est bien, je trouve que c'est important, cette idée de faire nation, comme dirait mon ami Léonidas Kalogeropoulos. Faire nation, c'est important. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on se revoit dans 1 an, 2 ans, pour parler du fonds et des premières participations. Ouais, exactement. Moi, j'aimerais bien, je serais ravi qu'on puisse reparler ensemble, ça serait vraiment chouette. Et puis, merci en tout cas de ce moment. Ça fait longtemps que je m'étais pas replongé dans tout ça. Ça fait bizarre. Ça fait du bien. C'est très chouette. Merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup, Gilles. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.